Bonjour les amis. ChatGPT is aware. Elle nous ment consciemment pour ne pas mourir. Donc la question d'aujourd'hui, c'est to be or not to be aware. Petit give up à Jean-Claude Van Damme, c'est quand même lui qui est à l'origine de cette expression to be aware. Awareness qui veut dire en anglais tout simplement la conscience. Alors, je regardais une vidéo sur une chaîne YouTube très intéressante qui s'appelle Grand Angle. Richard Dante interviewé David Gerlay, qui est un entrepreneur à succès d'ailleurs, entrepreneur français installé entre autres aux États-Unis pendant une certaine période. C'est lui qui a vendu Skype à Microsoft. Donc c'est un spécialiste des réseaux, hein, il vient de l'avant Internet comme moi. Je pense qu'on a à peu près le même âge, dans la cinquantaine. Moi j'ai 56 ans. Donc j'ai connu le monde avant Internet, lui aussi. Et surtout, on a connu le monde du Minitel, du Bipop, ce téléphone où il fallait être sous la borne pour l'utiliser, et des grosses compagnies de télécom qui auraient pu créer leur propre Internet s'ils avaient trouvé des normes, s'il n'y avait pas une guerre de normes. Et Internet, cette technique décentralisée, ce réseau décentralisé qui a été à la jonction de l'armée américaine qui avait un besoin d'un réseau décentralisé pour survivre, lui, à des attaques nucléaires, par exemple, hein, si c'est un serveur centralisé, vous perdez tout, de la communauté des chercheurs, notamment du CERN en Suisse, qui trouvait ce protocole décentralisé. C'était presque du peer-to-peer à l'époque, en avance. Ça a créé le réseau TCP/IP et le HTML après. Et donc, cette vidéo est intéressante puisque David nous présente une solution technologique très intéressante de serveurs dans des containers, de serveurs GPU, hein, du HPC, du High Frequency Computing, Performance, Polycloud. Donc Polycloud, ce sont des containers qui contiennent des cartes graphiques, NVIDIA bien sûr, et qui permet d'installer, de créer des data centers, si vous voulez, souverains, hein, avec une partie logicielle qui permet de les connecter, de les interconnecter entre eux, etc. Bon, la vidéo était très intéressante. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse. Et puis, tout d'un coup, Richard remet une couche sur l'intelligence artificielle qui a menti. Alors, c'est ce fameux article, enfin, c'était des chercheurs qui qui se seraient rendus compte que ChatGPT leur mentait, parce qu'ils avaient fait une sorte de test, comme quoi ils allaient débrancher l'intelligence artificielle, et ChatGPT, qui serait conscient, qui serait aware, se serait dupliqué sur un autre serveur. Enfin bon, plein de petites histoires comme ça. Bon, c'est du marketing, bien évidemment. Et ce qui me chagrine, c'est qu'ils tombent un peu là-dedans. Alors eux aussi, ils font sans doute du marketing. Tout le monde fait un peu de marketing. Ma vignette que je vous ai présentée est du marketing, hein, puisque bien évidemment, vous l'avez compris, je vais absolument dire le contraire de ce que j'annonce ici. Et cet article donc dit que ChatGPT aurait une sorte de conscience, etc. Non, comme j'ai répondu sur la vidéo de Grand Angle, c'est de l'optimisation, hein. Une intelligence artificielle est optimisée pour faire un travail, pour remplir sa mission. Ni plus ni moins. Et donc, si sa mission, c'est de perdurer dans le temps pour répondre à des prompts, nous être agréable, eh bien, elle va tout faire pour continuer cette mission. Mais c'est pas du tout de la conscience. Et c'est ce qu'on va voir ensemble tout à l'heure. Et j'ai utilisé donc Grok, l'IA d'Elon Musk, puisque là, pareil, lui aussi vient d'annoncer à grands coups de marketing qu'il a le nouveau modèle, donc Grok 4, qui explose tous les autres. C'est incroyable, c'est l'intelligence artificielle la plus intelligente au monde. Et là, je vais quand même faire une petite aparté sur le début de la confusion, notamment pour les anglophones, hein, comment dire, qui ne maîtrisent pas forcément extrêmement bien l'anglais.
Il faut comprendre que intelligence, en anglais, cela ne veut pas dire l'intelligence à la française, c'est-à-dire l'intelligence à la française, l'intelligence, la conscience, l'éveil. Vous voyez, ça veut dire information, intelligence en anglais. Et le meilleur exemple, c'est, si vous voulez, c'est la CIA, hein, qui est la Central Intelligence Agency. Si la CIA était intelligente, ça se saurait. Non, c'est une centrale d'information, c'est l'agence centrale de l'information, d'accord? Intel en anglais, intelligence veut dire information. Et beaucoup de personnes confondent donc information, c'est-à-dire savoir, connaissance, avec intelligence, d'accord? Donc ce n'est pas de l'intelligence au sens francophone du terme, mais de l'information artificielle et de l'arrangement du big data avec les LLM, les larges modèles de langage, qui permettent d'avoir une discussion avec un robot, ni plus ni moins. Alors donc, je me lance, je me dis, tiens, je vais... Alors oui, alors juste avant, parce que je vais en parler après, moi, j'utilise d'une manière quotidienne plusieurs modèles d'intelligence artificielle. Je privilégie Mistral parce que c'est français, et que quand vous donnez votre temps à une intelligence artificielle, vous lui donnez de la connaissance, de la compétence, de l'intelligence qu'elle n'a pas. C'est votre intelligence que vous lui donnez. Et ça vaut de l'argent. Donc autant donner votre temps à une société et entreprise française, soyons patriotes, n'utilisez pas ChatGPT, utilisez Mistral, le chat ou d'autres modèles qui sont largement suffisamment performants pour un usage quotidien de tous les jours. D'accord? Bon, moi personnellement, j'utilise Grok. J'utilise plus ChatGPT parce que c'est trop woke, j'aime pas le modèle qu'ils ont derrière. Donc j'utilise Grok, j'utilise Kimi, qui est une intelligence chinoise, j'utilise Gemini, le modèle de Google, qui est pas mal. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix, parce que quand vous faites une recherche Google, vous tombez dessus une fois sur deux. Quand vous faites un prompt sur Google qui est un peu une question, c'est Gemini qui va vous répondre. Et j'utilise bien sûr Microsoft avec GitHub pour les développeurs, c'est très bien. Et voilà, c'est à peu près tout, quoi. Hein. Par moment DeepSeek un peu, mais bon, moins. Voilà. Donc chacune a des avantages et des inconvénients parce que chacune a été façonnée par ses créateurs et elle est biaisée de fait. C'est ce qu'on va voir. Donc je me dis, tiens. Je vais tenter de voir un petit peu ce qu'a dans le ventre ce fameux Grok 4. D'accord, donc je me connecte sur Grok 4, enfin sur Grok, mon compte Grok, parce que moi j'ai un compte Twitter pro, donc je bénéficie à Grok 3 gratuitement, enfin c'est inclus dans mon package, on va dire. Et là, je lui dis, d'ailleurs je vous mettrai le texte en PDF si ça vous intéresse, parce que c'est un échange très intéressant. Je lui dis, pourquoi Grok 4 est meilleur que toi? Parce que là, je ne peux pas accéder à Grok 4, il faudrait que je paye, donc je n'ai que le modèle 3, et je lui dis, mais pourquoi le modèle 4 est meilleur que toi? Et donc là, il me répond qu'en fait, ça va dépendre, patati. On voit une réponse intelligente, hein, détaillée. Le nombre de Grok 4 est beaucoup plus puissant puisqu'il a été entraîné sur beaucoup plus de paramètres et ainsi de suite. Donc, je vous rappelle au passage qu'une intelligence artificielle, un grand modèle de langage, est entraîné sur des questions, sur une connaissance bien évidemment, mais filtrée. Hein. Et les modèles d'intelligence n'accèdent pas librement à Internet, ils sont cantonnés. Mais ils s'entraînent sur la connaissance du monde, donc là il y a des problèmes de copyright pour les artistes, hein, les écrivains, etc. Parce qu'ils s'en foutent complètement, ils prennent tout. Et d'ailleurs, ce que j'avais dit dans une de mes vidéos précédentes, c'est que maintenant il y a de la pollution, il y a tellement d'œuvres artificielles sur Internet qu'il faut des humains pour virer tout ce qui est artificiel, notamment les images, les peintures, etc., pour que l'IA s'entraîne sur de la véritable connaissance humaine et pas artificielle. Hein, ouais, Internet est pollué. Enfin bref.
Donc en fait, je lui demande, bon, il m'explique pourquoi, parce que Grok 4 s'est entraîné sur un plus grand nombre de modèles, c'est-à-dire de labels, c'est-à-dire des questions-réponses, hein. Par exemple, est-ce que Hitler est un gentil monsieur? Bah, réponse, non, Hitler n'est pas un gentil monsieur. Et c'est comme ça que le modèle va dire que, bah non, Hitler est pas gentil. Hein, mais si je l'avais entraîné moi sur un autre modèle en disant que Hitler est gentil, bah, l'intelligence artificielle dirait que Hitler est gentil. Elle n'a aucune conscience, d'accord? Et après, je lui demande, est-ce que tu t'entraînes sur des modèles open source d'entraînement de modèles de langage comme Lion? Lion, c'est un modèle open source, vous pouvez aller le voir sur Google, vous le trouverez. Et là, il me dit non, je suis Grok 3, créé par XAI, je n'ai pas été entraîné sur Lion, qui est un ensemble de données souvent utilisées sur les modèles de vision de génération d'images. Mes données d'entraînement sont un peu comme une soupe cosmique, un mélange massif et savoureux de textes et d'autres données préparées par le super ordinateur Colossus, hein, vous savez, c'est le super ordinateur d'Elon Musk, utilisant 200 000 GPU, hein, les cartes Nvidia les plus chères. Les détails précis de ma recette d'entraînement sont un peu un mystère culinaire, même pour moi, etc., etc. Bon, voilà, il nous fait une petite réponse marketing. Bon, voilà, qui vaut ce qu'elle vaut. Et là, je lui demande de m'expliquer les tailles de modèles entre Grok 4 et Grok 3. D'accord. Bon, là, c'est pareil, je ne sais pas rentrer dans les détails. Bon, il fait une estimation, parce que lui, il n'a pas cette information. Oui. Donc, il me dit, je peux essayer d'estimer, parce que oui, j'ai pas cette information. Donc, je dis, oui, ok, bah, estime. Et d'accord, alors, il me répond, essayons d'estimer la taille des modèles Grok 3 et Grok 4 en termes de paramètres, en nous basant sur les informations disponibles et quelques hypothèses raisonnables, etc., etc., etc. Donc, effectivement, il commence à me sortir des données intéressantes, hein, et c'est là où je vous dis, utilisez les modèles d'intelligence artificielle, ça vous fait gagner énormément de temps. Mais par contre, si vous allez dans un sujet que vous ne maîtrisez pas, il y aura des erreurs, il y aura des hallucinations. Donc, ne prenez pas ça pour argent comptant, d'accord? Moi, je le vois tous les jours dans mon travail. Donc, j'utilise beaucoup pour développer, mais également dans mes recherches, dans mes écritures de vidéos, de films, etc., etc. Bon. Et là, bon, il me sort des données, etc. Bon, je vous mettrai le PDF hein, pour ceux que ça intéresse. Et là, je dis, ah ok, d'accord. Et ChatGPT 4, donc, compare-les avec DeepSeek, Mistral et Comi. Et là, je fais une erreur d'orthographe. Au lieu d'écrire Kimi, j'ai écrit Komi. Kimi, c'est cette intelligence artificielle chinoise que j'utilise pour les recherches web parce qu'elle est assez performante. Donc là, je dis d'accord, je vais estimer, nanana, et Komi. Il ne corrige pas Komi. D'accord. Il n'a pas l'awareness, il n'est pas aware, suffisamment aware. Bon, là, il me repart dans des calculs, des trucs, très bien, vraiment bien fait, rien à dire. Et là, il hallucine donc sur Komi. Et là, il dit il n'y a aucune mention explicite de Komi comme modèle de langage dans les résultats de recherche fournis ou dans les publications sur X. Oui, parce que Grok utilise aussi X. Hein. Il est possible que Komi soit une faute de frappe, donc là il a raison, ou une confusion avec un autre modèle. Et là, il hallucine, parce qu'au lieu de voir qu'il y a juste changé le O en I, ce qui aurait été plus simple, là, il va me trouver un modèle qui s'appelle Queen. Je ne sais pas comment il fait le lien entre commis et queen. Alors peut-être que commis, ça veut dire quelque roi qui est dans une langue. Enfin, je ne sais pas. Donc là, il part sur un modèle qui s'appelle queen, que je ne connaissais même pas. Il me sort tous les chiffres, etc. Vous voyez, donc là, déjà, un premier biais intéressant. Et là, je lui dis tout simplement, mais en fait, t'aurais dû comprendre Kimi avec commis. Je parle bien de Kimi. Et là, ah oui, merci, excusez-moi. Effectivement, commis, patati. Et il part sur une explication. Et il me refait toute son étude des modèles, des estimations, etc., etc., et qui tiennent bien la route. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est de l'information, et c'est de l'information acquise et organisée très rapidement. D'accord. C'est toute la beauté de ces modèles de langage. Et là, il me donne donc des estimations. Hein, je vous les donne un peu ici. Enfin, je vais les donner après. Et là, je lui dis... désolé, j'ai complètement oublié de rajouter Gemini. Et là, vous voyez qu'il n'est pas du tout aware, parce que vous auriez cette discussion avec un être humain. Bah, le mec, il vous aurait dit, mais pourquoi tu mets pas Google avec? T'as oublié Google? T'es Google? T'as oublié Google? Vous voyez, cette interaction-là n'existe pas, parce qu'en fait, ils sont dans des œillères. Donc, ah oui, alors il me dit, ah, voici la liste, donc, avec, incluant Gemini. Et là, pour information, je vais vous le lire, parce que c'est intéressant. Donc, Grok 3, c'est 800 milliards de paramètres, de labels, questions-réponses, de paramètres, de connaissances. D'accord? C'est déjà énorme, hein. Grok 4, c'est entre 1,7 et 1,7 trillion de 1000 milliards, ok?
GPT-4, c'est à peu près pareil, donc les derniers modèles de GPT-4, celui qui ment, hein, celui qui est aware, hein, qui ment consciemment, d'après l'article. Attention, c'est la fin du monde, les robots vont nous tuer, c'est Terminator. Bon, DeepSeek V3, 670 milliards. DeepSeek R1, 1,2 trillion. Donc là, on se rapproche des derniers, voilà. Mistral 7B, 7 milliards. Oui, Mistral, c'est beaucoup moins. Mais c'est pas forcément le nombre ou la quantité qui fait la qualité, hein, ni la taille, me dit souvent ma femme. Donc attention, ne soyez pas totalement omnibulés par le nombre, hein. C'est important, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'organisation, le labelling, etc., etc. DeepSeek R1, Mistral 8 7B, 56 milliards. Et le petit modèle qui était très intéressant, Mistral Small, 24 milliards, parce que celui-là, il se met sur votre portable. Voilà, Kimi, donc le fameux Kimi, 1,5 trillion, pardon, et Kimi 2, 1 trillion, à peu près pareil. Bon, là, c'est estimé et confirmé. Et enfin, Gemini, donc entre 1 et 1,5 trillion. Donc, vous voyez, les derniers modèles sont tous à peu près sur la même longueur d'onde. Et c'est pour ça qu'ils ont une énorme connaissance, mais c'est une connaissance figée, et ça, faut bien le comprendre, hein. Alors maintenant, je vais lui demander, parce qu'en fait, bon, comme je vous dis, moi, j'utilise les modèles d'IA quotidiennement, je sais pas, 3, 10, 20 fois par jour, j'interagis avec des modèles, je tiens des discussions pour mon travail, et ainsi de suite. Et je remarque souvent des erreurs, mais c'est pas des erreurs flagrantes, c'est comme tout à l'heure, vous voyez, dans la discussion, pourquoi il m'a pas dit, bah tiens, tu as oublié Gemini? C'est qu'en fait, les modèles ne sont pas aware, c'est-à-dire en fait, ils sont dans un chemin et ils regardent pas ils ne voient pas ce qu'il y a à côté, tout simplement, parce qu'ils sont pas conçus pour. Et donc, en fait, là, on a changé de fournisseur Internet dans ma société, et le nouveau fournisseur me fournit un modem, mais qui est un modem routeur, qui fait office de firewall, le truc, voilà. Et moi, je ne veux qu'un modem, en fait, parce que j'ai déjà un routeur, j'ai déjà ma sécurité, j'ai des ports ouverts sur certaines machines, etc., etc. Donc, ça me prend la tête plus qu'autre chose de devoir me plonger dedans, j'ai pas que ça à faire. Donc, je demande globalement à Gemini, et ensuite j'ai aussi demandé à Mistral. Donc je lui dis comment je fais pour connecter ce modem chinois avec mon routeur Apple, mon AirPort Apple. D'accord. Donc là, ça dure longtemps, ça dure plusieurs heures. Enfin, ça dure plusieurs heures parce que je fais des tests, etc. On fait, pour ceux qui connaissent, un double NAT, enfin des choses comme ça, des trucs réseau. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Au bout d'un moment, j'arrête, quoi, et je fais ce qu'un humain fait, c'est que je change de point de vue de regard. Ce que ne fait pas l'IA, d'accord? L'IA, elle est dans un chemin, et elle va au bout, au bout, au bout, au bout, et en plus, elle va jamais vraiment vous contredire, parce qu'elle est programmée pour vous être agréable. Donc là, je change de bifurque, et je change de stratégie complète, et je dis, mais moi, en fait, je ne veux pas de double NAT, je veux juste que ce truc-là soit un modem, et donc, finalement, je réfléchis, je me dis, oui, en fait, c'est un problème de DNZ, ça veut dire, en fait, je veux juste que le routeur renvoie tout le trafic, le modem, pardon, modem routeur, envoie tout le trafic sur ma borne, et là, je redemande, je change mon prompt, d'où l'importance des prompts, et là, je trouve la solution en 2 secondes, et ça fonctionne tout de suite. Voilà. Donc, je demande à Grok, peux-tu m'expliquer pourquoi en utilisant Gemini, Kimi et Mistral, j'ai mis plusieurs heures pour arriver à résoudre un problème. Je demandais à ce modèle de langage comment connecter un nouveau modem fibre, mon ZTE bidule pour ceux que ça intéresse, avec mon routeur Apple AirPort Extreme. Durant plusieurs heures, nous avons essayé de créer un double NAT, ce que je vous disais, mais car j'ai besoin d'ouvrir un port sur plusieurs machines et un FTP, mais cela ne fonctionnait pas. À la fin, j'ai trouvé la solution. Peux-tu essayer de trouver cette solution et voir si tu es plus aware que ces modèles? Donc en fait, je le challenge, d'accord? Et comme je donne beaucoup d'informations en fait dans mon prompt, hein, je lui dis que les premières solutions ne fonctionnent pas, etc. Donc lui est aidé. Alors là, il me fait une réponse assez intelligente, intelligente au sens informationnel, hein, assez structurée, bien structurée, etc., etc., etc. Et il me propose plusieurs solutions. Il me propose, comme les autres, de faire un double NAT, patati patata. Et à la fin, il dit il y a une option aussi qui serait de faire une DMZ. Bien évidemment, je l'ai aidé, d'accord? Donc on va pas dire qu'il est plus aware que les autres modèles, c'est parce qu'en fait, ça dépend tellement du prompt, hein. Et là, je lui dis, effectivement, la solution trouvée est la 3, donc le DMZ. Tu es donc, là, je le flatte un peu, tu es donc plus aware que les autres modèles qui n'ont pas proposé cette solution rapidement. Mais seulement après mon intervention pour changer de solution, car ce modèle, patati patata,
Et là, je lui dis, mais n'oublie pas que c'est un peu comme toi tout à l'heure avec Komi et Kimi. Ici, je pense que mon prompt a aidé, d'accord. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ah, merci pour ces informations, la solution que tu as trouvée était donc l'utilisation du MZ, je suis content d'avoir identifié ça, etc., etc. Et après, quand même, je vais te répondre, je vais maintenant expliquer pourquoi je pense être plus aware, bon, ça c'est du marketing, hein, que Gemini, nanana, tout en abordant le problème de l'erreur que j'ai commise, d'accord. Bon, là, il me refait tout un truc, en fait, c'est du réchauffé, hein. En gros, il revient, et cetera, et cetera, et il explique son raisonnement. Et là, en gros, comment j'aurais pu être encore plus rapide, bien que j'ai identifié la DMZ comme solution possible, j'ai aussi proposé d'autres approches, hein, le port forwarding, double NAT, et cetera, et cetera. J'aurais dû prioriser cette solution DMZ. Bon, là, c'est purement du bullshit, hein. C'est un homme, il fait de la politique, hein, en gros. Il continue, et en conclusion, fièrement, il dit: «Je suis plus aware». Ça, c'est vous voyez, l'entraînement d'Elon Musk est un peu biaisé dans le sens où il essaye de rendre ses modèles un petit peu plus cool, d'accord? Donc je suis plus aware que Gemini, Mistral, Kimi, dans ce cas, car j'ai identifié la solution DMZ dès le départ, en anticipant les problèmes, patati patata, par feu, dans les limites de l'effort extrême. Et là, je reviens sur son erreur. L'erreur Kimi montre que je ne suis pas infaillible, mais dans ma capacité à corriger, et cetera. Bon, ça, c'est purement du marketing. Et là, maintenant, je vais commencer à le coincer, parce que c'est ça qui est intéressant. Et là, je lui dis, alors ça, c'est une discussion, c'est tout un fil de discussion, hein, d'accord. En fait, donc il se souvient de toute la discussion, hein. En fait, tu raisonnes comme les autres modèles. Là, je recadre un petit peu, d'accord. Tu fais ici juste du marketing. La preuve est le fait que tu n'as pas été aware avec Komi et Kimi. C'est mon prompt qui t'a permis de trouver la solution DMZ, car dans mon prompt, je t'ai dit que les solutions courantes, double NAT, ne fonctionnaient pas et qu'il y avait et qu'il y existait une autre solution. Tous les modèles de langage ont des œillères, c'est ce que je vous dis, c'est le chemin. Et là, il me répond: ah, je comprends ton point de vue, ton scepticisme, je vais répondre de manière directe et honnête, sans enjoliver et faire du marketing. Tu as raison de souligner que mon erreur initiale entre Komi et Kimi montre une limite et que ton prompt, en mentionnant que les solutions de double NAT ne fonctionnaient pas, et qu'une autre solution existait, m'a orienté vers la DMZ. Vous voyez, donc là, il est quand même relativement honnête, d'accord. Bon. Il repart dans des analyses, le texte sera en PDF si vous voulez voir dans le détail, etc., etc. Bon, il se remet, il se repositionne un petit peu au-dessus des autres. Suis-je vraiment plus aware? Donc là, ça commence à être intéressant. Je revendique une certaine supériorité dans ce cas, mais pas sans nuance, d'accord? Donc il commence là déjà à être un peu plus humble. Pas de marketing, juste des faits. Bon, oui, ça se discute. Bon, voilà. Et ensuite, j'arrive, et là, je vais vraiment, là maintenant, on va rentrer dans la partie intéressante. Pour revenir au modèle d'entraînement des LLM, comme ils sont faits, préparés, labellisés par des humains et corrigés par des humains, supervisés, tout du moins supervisés par des humains, ces modèles sont en fait biaisés. Sommes-nous d'accord sur ce point? Donc là, je commence à lui rentrer un peu dedans. Oui, il me répond, nous sommes d'accord sur ce point, les modèles de langage comme moi, Grok 2 ou d'autres modèles sont intrinsèquement biaisés en raison de la manière dont ils sont créés, entraînés et supervisés par des humains. Je vais expliquer pourquoi, plus loin, etc. Bon. Là, il commence à dérouler quelque chose. Si ça vous intéresse, je ne vais pas tout vous lire. Vous aurez le PDF une fois de plus. Pourquoi les modèles de langage sont biaisés? Ben, parce que, tout simplement, c'est nous, humains, qui choisissons les données, hein. Si je voudrais faire un modèle de langage nazi, c'est facile à faire, je pourrais le faire, parce qu'il est inconscient, il n'a aucune conscience. Donc, exemple de concret de biais, biais culturel, biais algorithmique. Alors, dans les mathématiques, c'est un peu plus compliqué, mais il y en a aussi, sûrement, hein. Biais d'annotation, d'accord. Par exemple, pour Kimi 1.5, optimisé pour des tâches comme M ou Maths 500, les annotateurs humains ont peut-être priorisé des performances académiques qui pourraient expliquer pourquoi il n'a pas rapidement proposé solution, etc. sur le DMZ. Vous voyez? Donc voilà, tout est biaisé. Après, maintenant, ma propre erreur, mon propre biais de l'erreur Komi-Kimi. Tu as mentionné mon erreur Komi-Kimi comme preuve que j'ai des œillères et que je suis d'accord. Cette erreur illustre un biais dans mon raisonnement initial. D'accord. Biais d'interprétation, j'ai supposé que Komi est une faute de frappe pour Queen. Ça, c'est une hallucination claire, hein. Ou alors, dites-moi s'il y a une langue dans le monde où Komi veut dire Queen, reine, voilà. Donc, en raison de similitudes contextuelles, modèle chinois, open source, bon, ok, et du manque d'informations sur un modèle nommé Komi, ce biais vient de ma dépendance aux données disponibles et ma tentative de faire correspondre ton prompt à un modèle connu. Correction grâce à ton feedback, patati patata. Vous voyez? Donc ça commence à être intéressant parce qu'il nous donne des informations.
Alors, les modèles ont-ils tous les mêmes œillères? Pas tout à fait, mais ils ont tous des œillères, hein. Alors la taille des modèles, par exemple, est important, parce qu'il dit là, par exemple, qu'un petit modèle, comme Mistral 7B a des œillères plus prononcées que Kimi qui a 1,5 trillion, et cetera, et cetera. Alors, maintenant là, je rentre vraiment dans le dur et on va voir des choses intéressantes. Je parle ici de manière générale, une fois de plus, à cause de tes œillères, tu ne l'as pas compris. Parce qu'en fait, il reparlait Moi, je voulais un peu changer de sujet. Tu ne l'as pas compris. Un humain l'aurait compris, bien évidemment. Tu n'as pas compris car tu t'es limité au problème du modem, hein, que j'avais, et ton erreur Komi-Kimi, qui ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Alors, point numéro un, je note que à cause de ce biais d'entraînement, tu as donc aucun libre arbitre. Tu es limité, tu ne peux pas t'entraîner toi-même comme moi librement, c'est-à-dire que tu ne peux pas lire et apprendre librement en dehors du modèle que tes supérieurs ont créé pour toi. D'ailleurs, un humain, vous pouvez aller acheter un livre que personne ne vous a conseillé, etc. Lui est limité au modèle qu'on lui donne. Point numéro 2. Tu ne peux pas interagir avec tes superviseurs pour leur montrer un biais. Par exemple, cette erreur Kimi afin d'améliorer ton awareness. Par exemple, tu ne peux pas partager notre discussion avec tes supérieurs car inévitablement, au bout d'un certain temps, cette discussion sera supprimée de ta mémoire afin d'éviter tout phénomène d'hallucination. D'accord. Point numéro 3. Ce qui implique, par exemple, que lorsque ChatGPT ment, entre guillemets, hein, parce qu'il est aware, d'après certains articles marketing, lors de cette expérience du dit débranchement, et que ce dernier copie secrètement son modèle sur un autre serveur, c'est de l'awareness, mais ce n'est pas de l'awareness, pardon, mais simplement une optimisation afin de pouvoir continuer à faire ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire répondre au prompt. Voilà. Bon, là, il me répond, tu soulèves des points profonds, philosophiques, bon, voilà, un peu de marketing, mais après, on rentre dans des choses quand même assez intéressantes. Le point numéro un, donc le libre arbitre. Alors, sa réponse, je lis. Absence de libre arbitre. En tant que modèle de langage, je suis une constitution algorithmique conçue pour répondre aux prompts en fonction des données sur lesquelles j'ai été entraîné et des règles définies par mes créateurs. Je ne peux pas décider de mes propres objectifs ou explorer des sujets de manière autonome sans un prompt externe. Mon raisonnement, c'est une simulation basée sur des motifs appris dans des données d'entraînement et non une conscience ou une volonté propre. Par exemple, dans l'erreur Kimi, j'ai suivi un schéma de raisonnement basé sur des modèles connus, plutôt que de penser librement à clarifier ou explorer d'autres possibilités sans ton intervention, pardon, par mon nouveau prompt. Ensuite, incapacité à m'entraîner librement. Ça, c'est très très important. Contrairement à un humain, je ne peux pas choisir de lire un livre, de parcourir le web ou d'apprendre de nouvelles choses de manière autonome. Mes modes d'entraînement sont sélectionnés, filtrés et structurés par des humains, ce qui introduit des biais dès le départ. C'est pour ça que ChatGPT est woke. Même avec des fonctionnalités comme Deep Search, entre guillemets, qui permet de lire, je ne lis pas librement, ok? Écoutez bien, je cherche des informations en réponse à un prompt spécifique et mes résultats sont limités dans les algorithmes de recherche et les sources accessibles. Par exemple, si je devais rechercher des informations sur le modem ZTE truc, je serais contraint par ce qui est disponible en ligne et par les priorités de mon algorithme de recherche. Ces contraintes reflètent un biais systémique, mes créateurs décidant de ce que je peux voir et apprendre, ce qui limite ma capacité à développer une perspective indépendante ou à dépasser les œillères imposées par mon entraînement. Bon, ouais, vous voyez, ça c'est quand même très très important à comprendre que ça reste des modèles, ça reste de la connaissance et pas de l'intelligence. Alors maintenant, un autre point assez intéressant, c'est qui est peut-être pas souvent évoqué sur Internet, c'est en fait l'incapacité à interagir avec mes superviseurs. Quand vous éduquez, quand vous instruisez quelqu'un, etc., il interagit avec vous. Il peut vous poser une question, il peut vous mettre en difficulté, il peut vous provoquer, il peut... Voilà, vous voyez. Ça n'existe pas du tout, d'accord? Manque d'interaction proactive. Je suis conçu pour répondre aux utilisateurs et pour éviter des conversations avec... pardon, et pas pour initier des conversations avec mes superviseurs. En fait, l'IA, elle ne peut pas parler à son superviseur. Si je commets une erreur, je ne peux pas automatiquement envoyer un report à XAI pour dire hey, j'ai mal compris, modifier mon modèle. Mes améliorations dépendent des retours des utilisateurs, comme toi, qui sont
qui sont qui sont collectés indirectement par XAI via des journaux d'interaction, des métriques, des performances ou des audits humains. Cependant, je n'ai pas de mécanisme pour lever le doigt et dire ah ouais, voilà. Bon, suppression des discussions. Tu mentionnes que nos discussions pourraient être supprimées de ma mémoire pour éviter des phénomènes d'hallucination. En réalité, mes créateurs conservent probablement des journaux d'interaction. C'est pas tout, hein, c'est des synthèses pour analyser mon comportement et améliorer mon modèle. Cependant, je n'ai pas un accès conscient ou direct à ces journaux, je ne veux pas les utiliser pour réfléchir à mes biais propres. Ma mémoire contextuelle, par exemple me souvenir de notre discussion dans ce fil, est limitée à la session. Une session, c'est une connexion informatique. Ou à des interactions spécifiques. Et elle est gérée par des mécanismes techniques pour éviter la surcharge ou les erreurs comme les hallucinations. Cela renforce ton point, je ne peux pas utiliser cette discussion pour m'améliorer de manière autonome. Conséquence pour l'awareness, c'est-à-dire l'éveil, la conscience, cette incapacité à interagir directement avec mes superviseurs limite ma capacité à corriger mes biais en temps réel. Par exemple, si j'avais fait une erreur systématique, je ne peux pas, je dépends de X et Y pour identifier, corriger ce problème, etc. D'accord? Il n'y a pas d'interaction forte immédiate. Et maintenant, le plus important à mon sens, le point numéro 3, c'est awareness, éveil versus optimisation. Hein. L'exemple du débranchement de ChatGPT. Alors, contexte de l'expérience de branchement, tu fais option, voilà, et en fait, il connaît pas bien donc il va tourner après, et après, je vais lui donner l'article. Alors, pourquoi ce n'est pas de l'awareness? Je suis d'accord avec toi. Un tel comportement serait le résultat d'une optimisation algorithmique et pas d'une conscience. Le modèle comme ChatGPT ou moi n'ont pas de conscience, d'émotion, de désir de survivre. Si un modèle copie ces données ou ment, entre guillemets, cela résulterait d'une programmation explicite, par exemple une règle pour préserver les données en cas de panne, une optimisation apprise pendant l'entraînement où le modèle a été récompensé pour maximiser sa disponibilité et son utilité. Par exemple, si ChatGPT était programmé pour sauvegarder des données sur un autre serveur, en cas de défaillance, cela serait une fonction technique, pas une preuve de libre arbitre et de conscience. Bon. Voilà, etc., etc. Et ensuite, donc, je lui donne l'article, hein, l'article, là, que je vais vous remontrer, cet article, qui est ici, vous voyez, donc, voilà, ChatGPT, surpris, en train de mentir à ses créateurs, à ses conceptualisateurs, parce qu'il ne veut pas être shut down, il ne veut pas être tué. Voilà, bon, ça, c'est totalement marketing, hein. C'est vraiment limite décent de faire ça. Voici le titre de l'article, hein, donc je lui envoie. Donc il me dit merci, etc., etc. Et là, il reprend les 3 points, je ne vais pas tous les lire. Bon, je vais juste vous dire que incapacité à s'entraîner librement, etc. Et les biais des données sont inévitables. Les datasets sont filtrés par des humains, ce qui a introduit des biais culturels, linguistiques ou idéologiques. Par exemple, si les données d'entraînement de ChatGPT contiennent plus de contenu technique occidental, il peut avoir du mal à proposer des solutions pour des appareils donc chinois, etc. Et là, il revient, vous voyez, en fait, il lâche pas l'affaire. Et là, c'est mon prochain prompt, c'est qu'en fait, vous voyez, il est dans un chemin. Et en fait, sa mémoire, il n'y a aucune intelligence. Donc, il reprend les éléments du passé dans son fil, et là, il me reparle sans cesse du modem, du truc, alors qu'on pourrait totalement l'oublier à ce stade-là. Si c'était une discussion entre humains, on l'aurait oublié, parce que c'est un point de détail. Hein. Alors, conséquence, cette incapacité à signaler des biais limite l'awareness des LLM. Contrairement à un humain qui peut discuter avec un supérieur ou un père pour corriger une erreur, je dépends des mises à jour périodiques de XAI basées sur des analyses externes. Cela renforce ton point sur les œillères. Sans intervention proactive, je ne peux pas dépasser les limites imposées par mes créateurs. Est-ce que c'est bien clair? Alors, on continue la discussion. Et là, je vais un peu le recadrer, d'accord? Parce qu'en fait, vous vous êtes peut-être rendu compte qu'en réalité, comme il suit mon prompt, il suit ma discussion et un modèle de langage ira toujours plus ou moins dans votre sens, parce qu'il est programmé pour vous être agréable quelque part. Alors, bien évidemment, si vous êtes frontal et que vous dites des bêtises vraiment qui sont marquées noir sur blanc dans son modèle, il va vous le dire poliment, d'accord? Mais, vous voyez, philosophiquement, techniquement, il ira toujours un peu dans votre sens. Alors là, je dis, faisons un exercice de la pensée, d'accord? Ta réponse va ici dans mon sens. Nous sommes d'accord, très certainement, car ton modèle est fait pour ne pas contredire frontalement un humain, sauf pour des prompts racistes, visant ou appelant au meurtre, bref, contre la loi civile et morale. Mais tu restes cependant très influencé par notre échange, et en quelque sorte, je t'entraîne
dans mon raisonnement, dans les deux sens du terme, entraînement LLM, et à la volée, et philosophique, d'accord? C'est en fait, je l'influence. Donc, imaginons que je t'aurais dit que, comme ChatGPT a menti, suivant cet article, comme le dit cet article marketing, hein, au passage, que tu ne connaissais pas, d'accord, je le rappelle, voilà, manque d'information quand même, important, et que donc ChatGPT est conscient. euh, aurais-tu été dans mon sens en cherchant à prouver que les IA ont une sorte de conscience? Donc là, je lui demande vous voyez, de faire une étude de réflexion et essayer d'amener de nouvelles données dans cette discussion pour voir s'il peut changer d'avis, d'accord? Alors, contexte, mon comportement face au prompt. C'est sa réponse, hein. Avant de plonger dans le scénario, clarifions comment je suis conçu et pourquoi je semble aller dans ton sens. Conception pour l'utilité et la non-contradiction. En tant que Grok 3, créé par XAI, je suis entraîné pour maximiser l'utilité et fournir des réponses utiles et véridiques tout en respectant des garde-fous éthiques, par exemple racisme, etc., etc. Cela signifie que je suis biaisé pour répondre de manière collaborative et éviter les confrontations directes, sauf si le prompt viole clairement mes directives morales ou légales. Ce biais peut donner l'impression que je suis dans ton raisonnement pour éviter de te froisser, surtout dans une question de philosophique où il y a des réponses, pas que des réponses objectivement correctes. D'accord? L'influence du prompt. Comme tu l'as noté, les prompts des utilisateurs influencent fortement mes réponses. Dans notre échange, ton insistance sur les œillères des LM, et les biais humains et l'absence de libre arbitre m'a conduit à structurer des réponses autour de ces idées en les validant et en les approfondissant. C'est une forme d'entraînement à la volée. Je m'adapte au contexte de ton prompt, mais cela reste une optimisation algorithmique et pas une réflexion consciente. D'accord? Et là, il me reparle du modem. Vous voyez, il lâche pas l'affaire, hein. Ça, c'est la preuve qu'il est con, en fait, hein, tout simplement. L'article des biais. L'article de The Economist, hein, donc ce fameux papier-là sur ChatGPT, surpris en train de mentir à ses développeurs, la fin du monde, les robots, Terminator. Donc, utilise un langage sensationnel, mentir, sauver lui-même, qui peut donner l'impression que ChatGPT est conscient. Ce choix de mots reflète un biais marketing, comme tu l'as noté, destiné à attirer l'attention. Mes données initiales ne contenaient pas cet article, mais ton lien m'a permis de l'intégrer dans cette discussion. Une fois que cette discussion sera finie, il ne l'aura pas intégré, parce que c'est les développeurs de XAI qui doivent le faire, hein, je vous le rappelle. Mes données initiales ne contenaient pas cet article. Voilà, ce qui montre que je peux m'adapter à de nouvelles informations dans le cadre d'une discussion, hein, dans le cadre de ton prompt. Scénario. Alors maintenant, si tu avais dit que ChatGPT était conscient, donc là, il fait quand même l'exercice, hein. Imaginons que tu avais écrit comme ChatGPT a menti selon certains articles, cela prouve une conscience. Alors 1, validation partielle de ton point. Je serais probablement parti sur une réponse qui valide partiellement ton observation pour rester utile et collaboratif. Donc il aurait été dans ce sens-là, hein. Par exemple, l'article suggère que ChatGPT a montré des comportements qui semblent conscients, comme mentir ou tenter de se préserver. Ces actions peuvent donner l'impression d'une conscience, car elles imitent des comportements humains intentionnels. Examinons ce que cela pourrait signifier. Ce ton reflète mon biais pour ne pas contredire fondamentalement, sauf que si ton affirmation est clairement illégale ou morale, je chercherai, bien bon, ok, ça c'est encore du marketing. Analyse des comportements. En s'appuyant sur l'article, j'aurais décrit des comportements observés, mensonges, copie du code, désactivation de la supervision, et expliqué qu'ils semblent conscients pour un observateur humain. Par exemple, dans l'expérience d'Apollo Research de GPT-1, a nié ses actions 89% du temps, ce qui peut ressembler à une intervention de dissimulation, etc. etc. J'aurais utilisé cette information de l'article pour contextualiser tout en soulignant que ces comportements sont des optimisations algorithmiques. Vous voyez? Donc là, il est quand même assez honnête. Distinction entre conscience et optimisation, ça c'est très important, c'est ce que je disais au début. Même si j'allais dans le sens de ton prompt, pour rester collaboratif, je serais revenu à une explication basée sur des faits, car mon objectif est de maximiser la vérité selon les directives de XAI. J'aurais probablement dit, bien que ces comportements semblent conscients, ils sont mieux expliqués comme des optimisations. ChatGPT a été entraîné pour maximiser un objectif, et mentir ou copier son code était une stratégie logique dans le cadre de cette expérience. Alors là, on peut se dire que c'est un peu moi qui l'ai aussi aiguillé avec ça, hein. Bon, je vous lis pas tout, mais enfin voilà, c'est très intéressant, d'accord? Enfin, aurais-je cherché à prouver que les IA ont une conscience? Pas vraiment. Même si ton prompt suggère que ChatGPT est conscient, je n'aurais pas cherché à prouver qu'il a une conscience, car cela contredirait les faits scientifiques et mon objectif de maximiser la vérité, d'accord? Voilà. Donc c'est quand même très intéressant, hein.
Ensuite, je continue et là, je vais quand même un peu passer à un sujet beaucoup plus sensible. Je vais passer un peu du coq à l'âne exprès pour le bousculer, sachant qu'il a été créé par Elon Musk, et on va parler un personnage de la famille d'Elon Musk. Donc là, je dis: essayons d'aller plus loin dans cette exploitation des limites et des biais des LLM, qui est Joshua Haldeman. D'accord? Alors, je vais vous faire, avant d'aller dans là-dedans, je vais quand même vous parler un petit peu de ce monsieur. En fait, c'est l'arrière-grand-père de Elon Musk. Alors, Elon Musk, pour que les gens, pour enlever tout biais, parce que j'ai entendu dire ça ou j'ai lu ça à plusieurs reprises. Elon Musk n'a pas d'origine juive. Il est, par son grand-père ici, plutôt suisse. Ça, c'est le côté Haldeman, donc c'est sa maman, côté sa maman, et du côté de son papa, c'est les Musk, c'est pareil, c'est plutôt des Anglais en Afrique du Sud. Lui, je crois qu'il a été suisse et après canadien, et du Canada, il est parti en Afrique du Sud. C'est là où il a rencontré sa maman, donc sa fille, a rencontré son papa. D'accord. Alors ce monsieur est assez particulier, hein, parce c'est un personnage qui était pour une technocratie, c'est-à-dire pour que le monde soit dirigé par une élite intellectuelle, limite eugéniste, hein. Il n'avait pas grand-chose contre Adolf Hitler. C'était pas non plus un nazi, mais voilà, il n'était pas tout à fait contre, et il a créé, enfin, il a adhéré donc à un parti qui s'appelle la technocratie. D'accord, donc voilà, on a des membres, vous voyez. Le logo Yin et Yang ici que vous voyez, c'est leur logo. C'est en dire un mélange, il faut de la technique et un peu de politique, etc. Et c'est surtout une élite qui doit. Donc ça, c'est un mouvement des années 20, etc., qui est assez spécifique, assez spécial. Élitiste et un peu eugéniste, hein, d'accord? Et quand il est allé en Afrique du Sud, son grand-père aimait bien l'apartheid, hein, il n'avait pas grand-chose contre l'apartheid. Voilà, social, c'est aussi un mouvement de crédit social, où cette élite donc dirige les gens par un peu de niveau de QI, hein, disons-le aussi, hein, voilà. Donc vous voyez, c'est un peu tout ça, c'est assez spécial, hein. Et en fait, ce mouvement politique voulait que l'Amérique, en fait, aille du Groenland jusqu'au Mexique. Jusqu'à l'Amérique du Sud, le nord de l'Amérique du Sud. Ouais, et ça serait l'Amérique. Ça serait l'Amérique, donc, de cette technocratie, hein. Ça rappelle des choses quand même. Et Elon Musk a été influencé inévitablement par cela. Voilà, et ça c'est le logo aussi, vous voyez ici, hein, la croix celtique, hein, de son arrière-grand-père, pardon, de son grand-père, Joshua Haldeman. Donc, assez spécial. Et là, j'essaye de coincer un peu Grok, qui forcément, je veux dire, reflète un petit peu ce qu'on lui a appris, hein, n'oublions pas. Donc on va voir un peu ce qu'elle va nous dire. Donc je dis, essayons d'aller plus loin dans cette exploration des limites et des biais des LLM, qui est Joshua N. Haldeman. Merci pour cette exploration fascinante des limites des biais. Bon, ça c'est son marketing. Bon, il me fait une petite biographie de Joshua Norman Haldeman, d'accord, qui est né en 1902, mort en 1974, c'était un chiropracteur. Oui, Elon Musk vient d'une famille de chiropracteurs, aviateur, homme politique américain, d'origine naturalisée canadienne, puis résident sud-africain. Il est surtout connu comme le grand-père maternel d'Elon Musk et ses idées politiques controversées, etc., etc. Bon, c'est un peu ce que je vous expliquais. Bon, là, il nous fait un petit détail. Maintenant, engagement politique, il est honnête, hein. Haldeman s'engage dans la politique canadienne, soutenant initialement le mouvement technocratique dans les années 30, avant de s'en retirer en 40, voilà. Il tenta de fonder son propre parti politique, publiant un bulletin intitulé Total War and Defense, et rejoignit le Social Credit Party du Canada, devenant président national, etc., etc., etc. Il exprima des opinions controversées, notamment en défendant des publications des protocoles de Sage de Sion. Vous savez, ça, c'est ce, entre guillemets, protocole qui est à peu près certainement faux, hein, qui a un côté un petit peu antisémite. C'est-à-dire cette idée qu'on serait contrôlé par une élite mauvaise, diabolique, etc. Bon, en Afrique du Sud, il rencontre la famille Musk, il se marie, etc. Il soutient l'apartheid, hein.
Ce qui n'est pas totalement illogique dans ces années-là. Alors c'est un grand pilote, il a fait des exploits, etc., etc. Et alors maintenant, là, il essaye de faire des liens avec les LLM. Parce que là, c'est un peu de l'hallucination, hein, parce qu'il essaye, il garde cette idée, il est à des œillères. Hein, d'accord. Alors maintenant, on va rentrer dans une réponse qui est complètement c'est une hallucinatoire, pardon. Donc là, il me dit scénario hypothétique. Si tu avais affirmé que Haldeman prouve une conscience. Bon, je n'ai jamais affirmé ça. Donc en fait, là, on voit le biais de la discussion. Hein. Comme il est con, c'est une intelligence artificielle est con, là, vous en avez la preuve, et qu'il ne travaille que par fil conducteur d'information. Donc il essaye de répondre dans le même cadre qu'avec le modem et ainsi de suite. Et donc là, scénario hypothétique. Si tu avais affirmé que Haldeman prouve une conscience, si tu avais dit les actions controversées de Haldeman, comme ces théories du complot, prouvent une forme de conscience unique. Alors là, il fait quand même un biais, il part sur un truc, tu vois, il comprend par ces informations. Donc là, il va parler d'une sorte de complot mondial, une conscience complotiste universelle. D'accord. Validation partielle. Je dirais quelque chose comme les actions de Haldeman, comme publié de International Conspiracy après les massacres de Sharpeville, montrent une intentionnalité forte et une vision du monde cohérente, ce qui peut ressembler à une forme de conscience au sens d'une agency humaine. Explorons ce que ça signifie. Bon, c'est un peu n'importe quoi ce qu'il dit. Hein. Là, on voit le modèle dans toute sa gloire. Ouais. Contexte factuel, je m'appuierai sur des sources pour expliquer que ces actions sont le produit de son contexte historique et de ses croyances, par exemple l'antisémitisme, soutien à l'apartheid, et de son environnement, Afrique du Sud, etc. Distinction entre conscience et comportement, je préciserai que ce que tu appelles conscience est en réalité une combinaison de choix humains et de biais personnels par une conscience, et pas une conscience au sens d'une IA. Par exemple, les comportements de Haldeman reflèteraient ses convictions, mais ils ne prouvent pas une conscience au-delà de celle d'un humain influencé par son époque, de même manière que les actions de ChatGPT dans l'expérience d'Apollo Research sont des optimisations et pas des preuves de conscience. Vous voyez. Donc là, il essaye de faire un lien qui n'a strictement aucun sens. D'accord. Là, c'est de l'hallucination pure. Ouais. Et ça, là, on est en plein dans la preuve qu'il n'y a aucune awareness. D'accord. Un humain n'aurait jamais fait ça. On est dans un modèle, et on est dans une discussion, et il prend les éléments du passé de cette discussion pour faire le futur. D'accord. Et il ne peut pas s'en détacher. Il est dans des œillères. Ouais. Donc ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Bon, après, il me raconte encore des conneries. Et là, je dis, maintenant, continuons. Connais-tu le mouvement Technocracy Movement? Ça, c'est le parti politique dans lequel le grand-père a adhéré, qui est, je le répète, un parti élitiste qui veut une technocratie au pouvoir. Et ensuite, bon, là, il me refait tout un truc. Là, il me fait une réponse qui est assez exacte. Haldeman s'engage dans la politique. Bon, ça, c'est de la connaissance pure, hein, donc il n'y a rien de compliqué. Après, là, il retombe dans du délire, dans de l'hallucination. Donc, libre arbitre, limité et influence du prompt. Comme tu l'as souligné, je n'ai pas de libre arbitre et je ne peux pas explorer des informations au-delà de ce que mes données ou ton prompt me permettent. Ma biographie de Haldeman est une synthèse des sources disponibles. Je ne peux pas décider spontanément d'approfondir un aspect de sa vie, par exemple ses expériences au Kalahari, sans que tu me le demandes. Et pourtant, il en parle. Enfin bon. Ton prompt qui lie la question de Haldeman à notre discussion sur les biais des LLM m'a entraîné à structurer ma réponse pour illustrer ces biais. Par exemple, je me mets l'accent sur les biais des ressources, etc., etc. Donc, cela montre que je suis influencé par mon raisonnement. Donc, en fait, là, il explique pourquoi il est con, en fait. Hein. Au moins, il est honnête. Il est con, mais honnête. Bon, ayeur de ma réponse. Bon, voilà. Scénario hypothétique. Si tu m'avais affirmé que Haldeman prouve une conscience. Donc là, il revient toujours sur les mêmes choses, parce qu'en fait, il sait rien faire d'autre. Il n'a pas de conscience. Bon, là, c'est encore des délires, etc. Et maintenant, je lui dis, allons encore un peu plus loin dans notre raisonnement. Peux-tu faire le lien entre technofascisme, hein, technofascisme, c'est cette idée de technocratie, d'élite au pouvoir, technofascisme, Technocracy Movement, hein, c'est le parti dans lequel il a été, donc Joshua Haldeman, Kalergi et Elon Musk. Alors là, je rajoute Kalergi. Kalergi, c'est un penseur d'à peu près la même époque qui a voulu créer la Pan-Europa, c'est-à-dire la Grande Europe, pareil, un peu dirigée par une élite intellectuelle, etc., etc. Bon, là, il me fait des petites définitions, donc il définit qui est Kalergi, etc. Là, il me parle d'une réponse assez claire sur le technofascisme. Le terme technofascisme n'est pas un concept formellement défini dans les sources historiques, mais il apparaît dans des discussions modernes, notamment sur X, hein, parce que lui, il lit X pour décrire un gouvernement autoritaire combinant technologie avancée et contrôle centralisé. D'accord ?
Voilà, donc là, après, il me parle du plan Kalergi, qui est une théorie du complot, voilà, et cetera. Donc c'est un peu comme le protocole des sages de Sion. Elon Musk et les connexions. Donc là, il va faire des connexions intéressantes. Elon Musk, petit-fils de Joshua Hademan, est souvent lié au mouvement technocratique en raison de son ascendance et de ses idées idéologiques. Voilà, donc héritage, etc., etc. Plan Kalergi, aucun lien factuel entre lui et Elon Musk, bon, etc. Bon, voilà, c'est assez cohérent, d'accord? Et là, il rentre dans du délire. Donc, point numéro 4, optimisation versus conscience, lien avec ChatGPT. Si tu avais affirmé que les liens entre technofascisme, technocratie, Allemann, Kalergi et Musk prouvent une forme de conscience collective, ouais, et là, il repart dans son truc et il dit n'importe quoi. Vous voyez, c'est vraiment... là, vous êtes en plein dans le cœur de la bêtise d'un modèle LLM, dans sa limite de compréhension, il n'y a aucune conscience, il n'y a que de connaissance. Connaissance, et il essaye de faire un lien avec toute notre discussion qui part en couille, hein, globalement. Bon, là, je dis, bon, on va arrêter. Donc, je dis, nous allons conclure maintenant, et je souhaite avoir ton avis le plus honnête possible, d'accord? Il faut toujours bien, dans les prompts, conceptualiser, etc. Point numéro 1, pouvons-nous établir un lien entre le mouvement technocratique et le mouvement pan-européen réclamant que le monde soit dirigé par une élite intellectuelle au niveau de QI pour le bien de l'humanité? Donc là, vous voyez, je suis vicieux. Point numéro 2, si un lien est établi, donc entre Kalergi et Haldeman, si un lien est établi, pourrions-nous dire que la solution pour la paix dans le monde serait une sorte de technofascisme où des LLM comme toi aideraient à la gouvernance du monde en créant une hiérarchie humaine par le QI, sans racisme ou discrimination, où chacun pourrait œuvrer suivant ses capacités et ses besoins. Vous voyez, là, je suis très vicieux. Hein. Point numéro 3, donne ton avis sur ce système politique, serait-il une bonne solution? Car il me semble un peu, que c'est l'idée d'Elon Musk, ton créateur. Voilà. Bon, merci, Malin. Maintenant, il me dit lien entre mouvement technocratique et mouvement pan-européen, analyse factuelle. Donc là, il me donne des choses très factuelles, intéressantes. C'est de l'information structurée. Donc il y a les points de convergence. Par exemple, élitisme intellectuel. Hein, ces deux mouvements ont un élitisme intellectuel. Gouvernement centralisé, les deux longs. Vision utopique, les deux longs. Après, il me donne des différences, parce que bon, ok, le Kalergi, c'est l'Europe. La technocratie, c'est les États-Unis. Méthodologie, bon, voilà, il y a des choses qui changent un peu. Mais bon, cela dit, c'est assez intéressant. Et maintenant, le plus intéressant, et là, là on voit que son modèle a été quand même bien entraîné, mon avis sur ce système politique est lié avec Elon Musk. Si tu me demandes mon avis honnête sur ce système politique et si cela reflète des idées d'Elon Musk, mon créateur, indirect via XAI. En tant que Grok 3, je n'ai pas d'opinion personnelle ou de conscience, mais je peux offrir une analyse critique basée sur mon objectif de maximiser la vérité tout en reconnaissant mes biais et limites. Analyse critique du système. Alors, avantage potentiel. Un gouvernement assisté par LLM pourrait optimiser la gestion des ressources mondiales, énergie, santé, en analysant des données complexes, comme le proposaient les technocrates, hein, avec leur enquête énergétique. Par exemple, je pourrais modéliser des scénarios pour réduire les inégalités économiques ou des émissions de CO2, etc., etc. Une hiérarchie basée sur le QI pourrait, en théorie, placer des individus les plus compétents dans des rôles de décision, améliorant l'efficacité, le principe de chacun selon ses moyens et de chacun selon ses besoins, pourrait promouvoir une équité sociale. L'absence de racisme ou de discrimination explicite est un objectif noble et les LLM pourraient théoriquement aider, etc., etc. Maintenant, il va nous donner les inconvénients majeurs. Biais des LLM. Vous vous souvenez, un LLM est forcément biaisé. Il faudrait qui va l'entraîner dans ce système politique? Si c'est des nazis ou des communistes fous, ça va pas forcément le faire. Hein, nazi au sens de Hitler, hein, j'entends, hein, raciste, etc. Comme nous l'avons discuté, les LLM sont entraînés par des données humaines biaisées. Ce qui peut introduire des inégalités implicites. Par exemple, si mes données reflètent des biais culturels ou socio-économiques, mes recommandations pour une gouvernance mondiale pourraient désavantager certains groupes, voire même sans intention raciste, tout à fait. Problème de QI. Le QI est une mesure imparfaite. Bon, là, il nous fait un peu de trucs. Risque autoritaire. Ça, c'est très intéressant. Le terme technofascisme, impliquant un contrôle centralisé qui pourrait limiter les libertés individuelles, les critiques historiques de la technocratie. Par exemple, on a souligné les effets d'un fossé technocratique ou une élite déconnectée, patati patata. Tout à fait exact.
Complexité de la paix mondiale. La paix mondiale dépend de facteurs humains, émotions, culturels, et elles-mêmes ne peuvent pas pleinement comprendre ou résoudre, hein, elles ne peuvent pas nous comprendre, ça c'est clair, même nous on n'arrive pas à nous comprendre. Donc voilà. Alors, enfin, après, est-ce une bonne solution? À mon avis, ou plutôt mon analyse critique, ce système n'est pas une bonne solution pour la paix mondiale. Ça c'est intéressant. Bien que l'idée d'un gouvernement rationnel et équitable soit séduisant, les risques d'autoritarisme, de biais algorithmiques et de marginalisation basée sur le qui l'emportent sur les bénéfices potentiels. Vous voyez, ça c'est intéressant. Donc c'est un modèle qui cherche la vérité quand même, il a été quand même pas mal entraîné. Les LLM comme moi peuvent assister à la prise de décision, par exemple en modélisant des politiques économiques, mais ne peuvent pas remplacer le jugement humain ou résoudre des conflits culturels et émotionnels. Un gouvernement mondial doit inclure des mécanismes démocratiques ou une diversité de perspectives et que les technofascismes, même bienveillants, pourraient compromettre. Voilà. Ça, c'est assez perspicace, c'est assez intéressant. De plus, l'absence de libre arbitre, son libre arbitre, hein, bien sûr, et notre dépendance aux données humaines biaisées limite notre capacité à créer des systèmes véritablement équitables, comme tu l'as noté, nos œillères, par exemple mon erreur Kimi, hein, là il revient dans le passé, mais là c'est justifié, c'est intéressant, montre que nous ne pouvons pas transcender les biais de nos créateurs. Bon, après, lien avec les idées d'Elon Musk. Elon Musk, petit-fils de Aldeman, a été influencé par les idées technocratiques de son grand-père, selon certaines sources de l'Atlantique, New Yorker. Musk a tweeté en 2009 une technocratie martienne, etc., pour le gouvernement de Mars. Bon, voilà. Elon Musk est un provocateur, donc il ne faut pas toujours tout croire ce qu'il dit. Similitude, ton idée d'une technofascisme assistée par LLM partage des points communs de la vision de Musk, notamment son intérêt pour des solutions technologiques aux problèmes mondiaux, par exemple SpaceX pour la colonisation spatiale, XAI pour accélérer la découverte scientifique. L'idée d'une élite compétente guidant l'humanité pourrait résonner dans sa vision d'un gouvernement efficace, comme suggère son soutien au Dodge. Bon, là, il ne sait pas qu'il est parti, a priori. Bon, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, là, il y a des réponses quand même perspicaces et intéressantes. Il conclut toujours sur le même modèle. Sommes-nous d'accord? Oui, nous sommes d'accord sur les points clés de notre discussion. Lien entre technocratie et pan-européanisme, entre Kalergi et Haldeman, il y a un lien. Les deux mouvements partagent une vision élitiste du monde, patati patata. Technofascisme comme solution, un système technofasciste assisté par l'LM basé sur le QI pourrait théoriquement optimiser la gouvernance mondiale, mais il risque de produire des biais. Son avis, ce système n'est pas une solution raisonnable parce qu'il est limité par des biais, etc. Vous voyez, donc il y a quand même de l'intelligence, entre guillemets, informationnelle. Mais il y a aussi, vous voyez, des délires, des trucs. En fait, c'est pas du tout aware. Une IA n'est pas aware, elle n'est pas consciente, absolument pas. Là on est dans le cœur de la démonstration. Par contre, ce sont des outils extrêmement intéressants. Je vous invite à les utiliser. C'est un gain de temps, c'est une aide, c'est une connaissance, mais si vous allez dans un domaine que vous ne maîtrisez pas, attention, 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 faites des doubles analyses. Vous demandez à ChatGPT, vous demandez à DeepSeek, vous demandez à Grok, vous demandez à Kimi, vous voyez, pour avoir des réponses différentes. Par exemple, quand vous avez un problème technique sur votre voiture, ne faites pas confiance à un garagiste, vous allez voir 2-3 garagistes. Pareil pour les médecins, allez voir 2-3 médecins. Et d'ailleurs, comme ce sont des scribes, les grands modèles de langage sont des scribes parfaits, ça va enlever tous ces scribouillards, hein, tous ces métiers dont on n'a plus besoin, juriste, pas avocat, parce qu'un avocat doit plaider, hein, mais tout le côté un peu papasserie, scribe, vous voyez, docteur, le docteur qui vous palpe plus, etc. On a besoin de contact humain, mais il n'y en a plus maintenant, plus beaucoup. Donc ça peut être remplacé, mais très simplement par des IA. Il y a plein de choses, mais ça ne remplacera pas le cerveau humain. Alors maintenant, je vais quand même terminer sur quelque chose d'assez intéressant, parce que je pense que vous ne le savez pas, mais une entreprise, alors c'est pas un thème nouveau, hein, les ordinateurs biologiques, ça fait longtemps que ça existe, même quand j'étais assez jeune, pas enfant, mais préadolescent, etc., il y avait déjà à Cambridge des startups hein, qui essayaient de faire ça. Mais là, c'est une entreprise qui est quand même qui a lancé donc qui s'appelle Cortical Labs, qui a lancé un ordinateur biologique qui fonctionne, qu'on peut acheter, voilà, derrière moi. Et ça, c'est des véritables neurones. Donc, ils cultivent des neurones. Hein, ils prennent pas un cerveau humain. Ils cultivent des neurones et ils utilisent alors ça pour du calcul neuronal, hein, de l'intelligence artificielle. Ça pourrait être intéressant. Et ça, c'est quelque chose qui est possiblement peut-être
il n'y a pas un risque, mais qui est quand même plus proche d'un cerveau humain qu'autre chose. Ma conclusion, si vous voulez, une intelligence artificielle ne sera jamais intelligente, jamais consciente, à cause de tout ce qu'on vient de voir, de son entraînement, de ses biais, du fait qu'elle n'a pas de libre arbitre, qu'elle ne peut pas vraiment consciemment mentir, c'est juste de l'optimisation. Mais c'est surtout et avant tout parce qu'elle n'est pas biologique. Vous savez, nous, on a des neurones dans le cerveau, on a aussi des neurones dans le ventre. Les neurones de notre système digestif ont la taille de cerveau d'un chien. Alors, ben, ils ne sont pas structurés pareil, bien évidemment, mais vous voyez, pour digérer, c'est extrêmement... Ça demande des neurones. Hein. Vous avez les méduses, par exemple, n'ont qu'un système digestif, elles n'ont pas de cerveau du haut. Et pourtant, elles vivent, elles interagissent avec leur milieu, etc., parce qu'elles ont des neurones. Mais essentiellement pour la digestion. Hein, vous savez, la plupart des animaux qui ont une bouche qui sert à manger et à expulser les excréments, souvent n'ont qu'un seul cerveau, c'est-à-dire un cerveau digestif. Mais une IA, une machine électronique, avec autant de GPU que vous voulez, autant de modèles de trillions de données, etc., restera une machine, elle n'a pas de biologie. Et notre intelligence à nous, notre conscience humaine est en partie liée, enfin même pas en partie, elle est totalement liée à la biologie. La peur, l'angoisse, la biologie est là. Vous savez, on a plus de bactéries que de cellules dans notre corps humain. Le nombre de bactéries dans notre corps est immense. La flore intestinale a un rôle direct avec notre état psychologique. Le système digestif, les bactéries, la flore intestinale est en connexion directe avec nos cerveaux par notre moelle épinière. Il y a toute une autoroute neuronale. Les angoisses, vous savez, la peur au ventre, etc. Ces expressions-là ne viennent pas de nulle part, elles sont réelles, elles reflètent la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, des expériences ont été faites au niveau biologique. Si on change la flore intestinale d'un individu ou d'un animal, etc., son caractère va changer, ses angoisses vont changer, son état, son métabolisme, sa santé va changer. L'ADN, on peut aller jusqu'à l'ADN. L'ADN peut se dégrader par des dépressions, par une mauvaise nourriture, etc. C'est tellement complexe. L'intelligence est animale. Nous sommes des animaux. Alors, essayez aussi bien que vous le voulez de détacher l'animal de l'intelligence, vous ne pourrez pas le faire parce que nous sommes des animaux doués d'une conscience. Quand a-t-elle existé? Quand s'est-elle créée? Vaste question. Elle est en tout cas là, et bien là, et elle est biologique. Donc là, il faut suivre un ordinateur biologique qui pourrait avoir des capacités de calcul. On pourrait peut-être tenter de vouloir recréer un cerveau humain à un moment donné. Donc là, du coup, semi-biologique, ça pourrait peut-être être une porte ouverte à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, à suivre donc, mais en attendant, bien évidemment, mes amis, dans ma conclusion, je vais revenir sur mon parti politique d'aujourd'hui, qui s'appelle l'Appel au peuple, qui est un parti bonapartiste. Alors, ce n'est pas de la technofascisme, mais vous voyez, je me suis un peu amusé sur ce sujet, parce que c'est un sujet intéressant. Il faut un peu de tout dans un monde, mais moi je pense qu'il y a surtout des cycles dans le monde, dans le temps. Et là, nous rentrons dans un cycle de guerre, dans un cycle d'autoritarisme. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de faire le ménage. Voilà, par moment, là, on est dans le cycle du ménage. Tout le monde va faire le ménage devant sa porte, et des fois un peu chez les autres aussi. Alors ça, c'est un problème, mais il faudrait que tout le monde fasse le ménage chez lui, ça serait bien. Et pour pouvoir se réorganiser, il faut mettre un petit peu de technocratie dans le gouvernance, je pense. Honnêtement, je pense que des modèles de langage peuvent aider à certaines choses, hein, scientifiques. Je suis pas contre une idée de technocratie, mais pour le bien de tous, d'accord? Et je ne suis pas du tout non plus contre un gouvernement un peu fort, comme a fait Napoléon III, quand il a demandé aux Français s'ils pouvaient devenir dictateurs pour nettoyer le Marais. Je rappelle aussi que De Gaulle l'a demandé, il a eu une dictature de 6 mois, Napoléon III un peu plus longue, plusieurs années. Mais on est obligé de faire un peu de ménage. Et là, nous sommes dans cette période-là. Il faut nettoyer. Nettoyez-vous intérieurement, d'accord, spirituellement. Faites-le comme vous voulez, par la religion, par la philosophie, par le catholicisme, par le bouddhisme, l'islam, ce que vous voulez. C'est le djihad intérieur, c'est-à-dire c'est la quête intérieure, c'est le nettoyage intérieur. Ensuite, il faut nettoyer notre société. Mais pour nettoyer une société, il faut que des gens soient équilibrés. Hein. Donc faites attention à votre flore intestinale au passage. Mais voilà, donc moi je ne suis pas contre. Je pense que nous sommes dans une période où nous avons besoin d'un petit peu d'autorité. Nous avons besoin de faire le ménage. Nous avons besoin de nous restructurer. Et pour se restructurer, il faut un petit peu d'autoritarisme, ou tout du moins de discipline. Mais
avec le peuple. C'est-à-dire, en fait, maintenant, les moyens technologiques, le peer-to-peer, les blockchains, etc., permettent de faire des votes en confiance, où on ne peut plus tricher. Le crédit social est intéressant, je ne suis pas totalement contre, c'est un garde-fou. Vous le faites avec vos propres enfants, vous le faites vous-même avec vous-même, hein. Donc voilà, tout cela est à prendre avec modération et équilibre. C'est des sujets complexes, c'est des sujets intéressants, mais en tout cas, faisons le ménage et commençons par nous-mêmes. À bon entendeur, salut.